Les titres. Finale Afro-Basket Kigali 2023, le Sénégal s'incline devant le Nigeria. Les 10 Tigers ont battu les Lions sur un score de 84-74. L'américaine naturalisée sénégalaise, l'une des révélations de cette édition, a remporté le trophée de la meilleure meneuse. Nous irons dans ce journal à Lompoul Village, une zone à la fois touristique et agricole, vieille de plus de 2 siècles. Dans cette localité qui se trouve dans la zone des Niayes se développe le maraîchage. Avec la saison des pluies, l'activité est menacée, ce qui explique la cherté des légumes. À suivre également le reportage sur le pont de Gouloumbou à Tambacounda. Le pont relie le Sénégal oriental et la Casamance. L'infrastructure permet aussi aux producteurs et commerçants de la zone d'écouler leurs marchandises. Bienvenue à tous. Dans le cadre de la célébration de la Semaine nationale de l'État civil, le ministère des collectivités territoriales, à travers l'Agence nationale de l'État civil, a tenu une conférence pour évaluer la mise en œuvre du programme de modernisation de l'État civil célébré du 8 août au 17 août prochain. La Sénèc sera également l'occasion de sensibiliser les populations sur l'importance de l'État civil. Compte rendu Salou Seck. Ces participants interviennent directement dans le processus de modernisation de l'État civil. Et dans cette dynamique, la sensibilisation occupe une place importante. C'est ainsi que le département en charge des collectivités territoriales compte organiser une semaine dédiée à l'État civil. En prélude à cette semaine, nous avons jugé nécessaire d'organiser cette rencontre pour faire une revue des différentes interventions, partager avec les acteurs et partenaires les avancées notées dans la modernisation de l'État civil, identifier les nouveaux défis, échanger sur les temps forts de la Semaine nationale de l'État civil. La Semaine nationale de l'État civil est adossée à la Journée nationale de l'État civil instituée par l'Union africaine et célébrée le 10 août de chaque année. C'est dans ce sens que le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, nous a instruit, à l'occasion de la Journée nationale de décentralisation, d'organiser à partir de cette année la Semaine nationale de l'État civil dans l'optique de renforcer la sensibilisation du grand public sur l'importance de l'État civil. Pour cette année 2023, la digitalisation des systèmes d'enregistrement des faits d'État civil, l'opportunité d'accroître la couverture nationale et d'améliorer la qualité et l'actualité des données est le thème choisi par l'Union africaine pour la Journée africaine de l'État civil. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans un bon système d'enregistrement de l'État civil. Une problématique qui touche tant aux droits humains qu'aux conditions de la démocratie et d'un développement durable. Cette rencontre a vu la participation des élus territoriaux, des partenaires, des religieux et autres acteurs. Ils se sont engagés à accompagner le département pour la réussite de ce vaste chantier de modernisation de l'État civil. Babacar Sarr, président du comité scientifique du collectif des adjoints au maire du Sénégal, a été l'invité du journal de 13h. Les préparatifs de l'Assemblée générale de la structure étaient au menu. En voici un extrait. Le collectif des adjoints au maire du Sénégal a germé pratiquement en fin 2015. Mais tout est bien parti. Son envol, c'est en 2016 qu'on a commencé à impliquer plusieurs des communes des 46 départements du Sénégal. Mais aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans tous les 46 départements du Sénégal où on a installé les différentes coordinations départementales. Et à la tête, nous avons des coordonnateurs départementaux. Est-ce que vous pouvez revenir sur les objectifs de la création? L'objectif n'est rien d'autre que l'amélioration des conditions de vie et de travail des adjoints au maire du Sénégal. Parce qu'à partir de 2014, après les élections, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune organisation qui rassemblait les adjoints au maire pour échanger de leurs conditions de travail. Et c'est à ce moment qu'on a vu qu'il fallait tout faire dans la prospection avec le téléphone pour atteindre tous les adjoints au maire dans toutes les communes du Sénégal. Donc voilà. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est effectivement chercher un statut pour l'adjoint au maire. Parce que depuis 1972, dans toutes les réformes qui ont été faites, il n'y a absolument rien
pour l'adjoint au maire. L'adjoint au maire, c'est le parent pauvre de la décentralisation au Sénégal. Ouais. Malgré le travail colossal, malgré l'exécutant qu'il est, on peut dire que véritablement, l'adjoint au maire n'a pas de statut, il n'a pas de rôle bien défini, il n'a pas de mission. Il est dans tout, mais il n'a pas de statut. Donc c'est pourquoi nous cherchons le statut, uniquement pour lubrifier notre relation avec les maires, mais aussi lubrifier notre relation avec les populations et travailler davantage pour nos territoires. Quand vous dites qu'ils n'ont pas de statut, ça peut se comprendre, mais vous êtes des adjoints aux maires qui ont des fonctions bien précises. Vous assistez les maires, surtout en cas d'empêchement ou bien d'absence sur notamment la localité dont ils président. Ça, ce sont des rôles bien définis quand vous assistez en maire quand même. Ouais, ce n'est pas des rôles. C'est-à-dire qu'il revient toujours au maire de dire à l'adjoint fais ceci ou fais cela. Mais à l'image de l'administration territoriale, vous avez le gouverneur adjoint chargé du développement, gouverneur adjoint chargé de l'administration. Donc là, c'est réglementé, c'est légiféré. Mais chez nous, il n'y en a pas. Donc tout dépend du maire. Mais ce qui nous a amené beaucoup plus de problèmes au début, c'est qu'on a très tôt et très activement allégué une dualité entre les adjoints au maire et les maires. Et ça n'est pas un. C'est-à-dire que l'adjoint au maire, même si vous voyez la dernière révision du code électoral, le maire est élu au suffrage direct. L'adjoint au maire n'est pas élu au suffrage direct. Donc c'est l'ensemble des conseillers élus dans les différentes listes qui élisent l'adjoint au maire. Donc, nous ne pouvons pas avoir de dualité avec les maires. Les maires, ce sont nos patrons. Et ce sera l'occasion demain de l'Assemblée générale que vous préparez et dont le thème porte sur notamment la place des adjoints aux maires dans la décentralisation pour le développement de nos territoires. Effectivement, c'est ce thème-là qui veut montrer à toutes les populations, à tous les Sénégalais, qu'au cœur de la décentralisation se trouvent les adjoints au maire. Ce sujet va nous permettre de traiter, de faire peut-être même l'historique du collectif des adjoints au maire, d'analyser le statut de l'adjoint au maire en tant que tel et de donner des recommandations. Et par rapport à ces recommandations, nous attendons des autorités d'amener des réponses qui sont vraiment très attendues par l'ensemble des adjoints au maire du Sénégal. Voilà, Babacar Sarr, président du comité scientifique du collectif des adjoints au maire du Sénégal, qui est revenu sur les préparatifs de l'Assemblée générale de la structure. Perception des jeunes sur les politiques stratégiques mises en place par l'État. Une enquête a été menée dans toutes les régions du Sénégal. La restitution des résultats de l'étude a fait l'objet d'un atelier organisé par le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat. Le constat est là. Les forats organisés dans les 14 régions du Sénégal en faveur des jeunes ont donné des résultats. L'enquête de perception, réalisée par le Bureau opérationnel de suivi du PSE, a concerné plusieurs domaines. La parole a été donnée aux jeunes. L'enquête de perception a démontré que les jeunes, il faut le dire de manière claire, ne sont pas effectivement et parfaitement satisfaits du travail qui est en train d'être fait. Malgré effectivement la mobilisation des ressources, malgré la multitude de partenaires que nous avons, mais aussi malgré les nombreuses initiatives de l'État. Donc à un moment donné, nous avons pensé que dans le sillage du plan Sénégal émergent, il nous fallait échanger, il nous fallait discuter pour pouvoir trouver enfin un document unique qui devrait être la référence, en tout cas pour ce qui est des politiques de jeunesse. Ça effectivement nous permettra de discuter entre structures, de pouvoir harmoniser nos actions pour que ces actions puissent être rationalisées, mais aussi pour que ces actions puissent être visibles, pour que les jeunes, en fin de compte, puissent se rendre compte qu'effectivement beaucoup d'efforts sont en train d'être faits. Les structures de l'État, la société civile et les partenaires techniques et financiers ont tous pris note des conclusions de l'étude et réitéré leur engagement auprès de la jeunesse et dans la mise en œuvre des différents axes du PSE. Vous savez que l'Union européenne a mis au cœur de son partenariat avec la République du Sénégal la jeunesse. Il y a à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, un tiers
de nos subventions qui sont dédiées à la jeunesse sur la période 2021-2024. Et donc, pour moi, c'était particulièrement utile aujourd'hui d'écouter ce que les jeunes ont à dire sur la mise en œuvre de ce plan Sénégal émergent, et ça va nous permettre, avec les autorités, de pouvoir ajuster dans les mois qui viennent l'offre à la demande d'une certaine manière. Je crois qu'on peut le dire ainsi. Alors c'est un travail qui est un travail collectif. On soutient en tant qu'Union européenne le bureau opérationnel. On travaille en étroite collaboration avec l'ADER et avec les autres structures des autorités ici, et bien entendu avec les partenaires comme le système des Nations Unies et la coopération belge au cas précis, qui était aussi invité à cet atelier, encore une fois particulièrement bienvenue début août. Aujourd'hui, on se rend compte, à travers cette perception, donc ce travail de terrain, beaucoup de sujets sont ressortis, notamment des sujets liés à la protection sociale, à la santé, à la nutrition, à la culture, aux loisirs, au sport, et beaucoup de choses aujourd'hui qui vont permettre, en tous les cas, aux boss de mieux structurer ce PSE jeune, ce PSE jeunesse horizon 2035, mais en ayant en compte aussi nos spécificités des territoires, donc les spécificités locales, et au-delà des spécificités, c'est également les aspects sociaux, culturels et économiques de cette jeunesse. Les jeunes, venus nombreux, ont échangé avec les autorités présentes et partagé leurs expériences. À l'issue de l'atelier, de fortes résolutions ont été prises, à savoir, entre autres, l'amélioration des conditions de vie des jeunes, le renforcement des moyens de financement et la décentralisation des structures qui leur sont destinées. Direction Saint-Louis pour parler du processus de formulation du PAP 3 du PSE. La région met en avant ses projets phares. Une délégation de la Direction générale de la planification des politiques économiques est en tournée dans la zone. L'agriculture, l'élevage ou encore le désenclavement, entre autres sujets évoqués. Abdouad. L'agriculture figure en bonne place dans les projets et programmes proposés par Saint-Louis dans la formulation du PAP 3 du PSE. Un choix qui traduit la place de la région, pôle important de développement des activités agricoles. On sait que Saint-Louis est très bien placé pour aider l'État à atteindre cet objectif. Mais dans la réalité, on sait qu'il y a des efforts extraordinaires qui ont été réalisés dans ce sens, dans la culture, que ce soit du riz, mais aussi dans d'autres spéculations. Mais on n'est pas encore atteint notre objectif. Donc il y a forcément des contraintes, il y a des efforts supplémentaires ou complémentaires à faire. Donc nous avons proposé des projets dans le domaine de l'agriculture, surtout dans le domaine de maîtrise de l'eau, dans le domaine de la maîtrise de l'eau, la maîtrise par exemple de l'énergie. Le développement de la culture fourragère, mais aussi le désenclavement de certaines localités à travers des infrastructures routières de qualité sont soulignés dans le document. Un document qui part du diagnostic des actions antérieures pour rendre plus efficaces celles à venir. Donc le diagnostic a été finalisé, j'ai pu dire à 95%. De même que la deuxième partie du document qui est la stratégie et la dernière partie également qui est relative à la batterie de projets, programmes et réformes qui doivent permettre d'opérationnaliser la stratégie est en phase d'être finalisée. C'est la raison pour laquelle le développement devant se faire à la base, on a pensé nécessaire, et c'est effectivement nécessaire, de revenir à ces régions, leur présenter ce qui a été fait de leur contribution, leur prise en charge et leur présenter le produit de ce travail, je dirais de leur travail. Le travail est élaboré grâce à la collaboration des services régionaux, des acteurs de développement, de la société civile et des collectivités territoriales. Un cadre de concertation qui a permis d'inscrire les priorités de Saint-Louis dans le PSE pour les 5 prochaines années. Je crois que tous les gens sont d'accord aujourd'hui. Le développement du Sénégal part de la base au sommet. Contrairement à la politique du top-down, c'est la politique du bottom-up. Une politique ascendante et non pas une politique descendante. Mais je crois qu'aujourd'hui, plus ou moins, on peut dire que la machine est grippée quelque part. Mais je crois que les orientations, les objectifs initiaux étaient extrêmement importants. Je crois que maintenant, on a fait, comme au médecin, on a fait le diagnostic, on connaît la maladie est curable, on a donné des médicaments.
Nous souhaitons simplement que ces médicaments puissent trouver toute leur efficacité. Cette démarche entre dans le cadre de la formulation de la 3e phase du plan d'action prioritaire coordonné par la Direction générale de la planification des politiques économiques. Allons à présent à la découverte de la Cidade Velha, ou la vieille cité, située dans les îles du Cap-Vert, un endroit symbolique du commerce transatlantique des esclaves du XVe siècle. La carte postale de cette belle cité, c'est avec Alioune Ndiaye et Fatoumata Banelba. Cidade Velha, ou la vieille cité, berceau de la nation cabo-verde, située dans l'île de Santiago. Ici, le visiteur est frappé par le paysage magnifique des habitations en hauteur qui narguent les montagnes qui se jettent en mer. Autour d'un sentier peut apparaître une petite maison ou une ville agrippée aux rochers. La végétation tropicale donne aux visiteurs des envies de randonnée. Cet incontournable site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2009. À notre arrivée à la Cidade Velha, les rythmes endiablés du batuca, la danse des esclaves, nous accueillent. À partir de Cidade Velha, justement, il y a ce qu'on appelle un rayonnement humain. Les premières personnes vont habiter ici. La culture telle qu'on la conçoit aujourd'hui, notre manière de manger, de chanter, de danser, elle naît ici. Et ensuite, elle va dans toutes les îles, mais pas seulement dans les îles, mais sur cette île de Santiago, elle essaime dans toutes les localités. Et c'est parce que c'est ici qui a été la zone de centrifuge, justement, le grand zéro de la culture capverdienne. Située à 15 km de Praia, la Cidade Velha était au XVe siècle une escale maritime clé de la colonisation portugaise et de son administration. Elle est aussi la première ville coloniale construite par les Européens sous nos tropiques. Cidade Velha fut un carrefour de la traite négrière et du commerce maritime international entre les routes de l'Afrique et du Cap, du Brésil et des Caraïbes. Ce site, il représente la diasporisation atlantique des esclaves. Les esclaves, les Noirs qui vont arriver par la mer, je dis bien, en Europe vont passer par Cidade Velha. Les premiers Noirs qui vont arriver au Brésil vont passer par Cidade Velha. Et les premiers Noirs qui vont arriver à Jamestown, aux États-Unis, vont passer par Cidade Velha. Cette forteresse qu'on a visitée, elle n'était pas unique. Et là où nous sommes, vous regardez autour de vous, je peux vous montrer 6 ou 7 forteresses. Et ce site va être l'une des places les plus défendues dans toute l'Afrique de l'Ouest. À l'image des autres îles du Cap-Vert et de Praia, Cidade Velha garde encore les stigmates des constructions européennes. L'héritage du colon portugais reste visible sur toute l'architecture de la cité. Il y a l'architecture militaire. Et je disais tantôt que toutes les fois qu'on a des militaires en présence, c'est parce que l'économie a un rôle fondamental. Il y a eu une transformation de l'économie atlantique à partir du commerce atlantique des esclaves. Et justement, très tôt, le Cap-Vert et ce site, Cidade Velha, sera l'une des plus grandes escales d'achat et de vente d'esclaves. Le deuxième type d'architecture, c'est l'architecture religieuse. Et pour la première fois dans l'histoire du catholicisme, on a un site où il y a plus d'églises par mètre carré par habitant. Parce que justement, les Portugais très tôt vont se lancer dans une nouvelle économie qui est celui de transformer les esclaves en pièces monétaires. C'est-à-dire quand un esclave est baptisé, l'esclave baptisé était plus cher que l'esclave non baptisé. Troisième type d'architecture, c'est l'architecture civile. La vieille cité, c'est aussi une expression de couleurs, de paysages pittoresques qui renvoie à l'île de Gorée du Sénégal. D'ailleurs, beaucoup de similitudes peu connues sont notées entre les cultures des deux pays voisins. Si vous parlez très bien Wolof, vous allez savoir que, par exemple, comment on appelle les policiers, c'est les Alkati. Alkati, ça vient d'Al-Qaïd, qui signifie justement les gens qui contrôlaient le commerce des esclaves, l'achat et la vente. Le pain, ça vient du portugais boroa, qui est justement des galettes de pain que les Portugais ont apportées non seulement sur la côte ouest africaine, vous allez au Burkina Faso et tout, ce sont les mêmes mots, c'est le bourou par exemple, qui vient de boroa. On peut aussi prendre par hasard le vin, on dit bignou. L'alcool, on dit sangara, qui vient de sangria. Le citron, limon, je ne sais pas, le sucre, etc. Et il y a énormément, la cuillère koudou, je ne vais pas faire l'ensemble de l'inventaire, mais dans le Wolof tel qu'on le parle, dans le Peul, dans le Sérère, on a énormément de mots qui sont nés dans ce contexte atlantique des esclaves. À la place publique de Cidade Velha, un petit commerce pour touristes s'est installé au fil des années.
À l'origine de cette activité florissante, Mam Aram Ndiaye, une Sénégalaise de 57 ans qui vit ici depuis 2004. Avant de venir au Cap-Vert, j'allais en Tunisie pour mon commerce, mais les conditions climatiques n'étaient pas vraiment favorables. C'est par la suite qu'une amie m'a conseillé de venir au Cap-Vert. Au début, j'avoue que c'était très difficile, car je ne connaissais personne ici et j'ai vécu 3 années de souffrance et d'errance avant d'assimiler la vie capverdienne. À l'époque, je vendais des poupées et c'est au cours du carnaval de 2005 que j'ai pu écouler mes marchandises, 10 € chaque poupée, et depuis lors, je vis bien car la grâce de Dieu, je vis de mon commerce et je fais des va-et-vient entre Dakar et Praia. La seule difficulté ici, c'est l'obtention de papiers pour la nationalité. Et il y a beaucoup de tracasseries administratives, c'est ce qui nous fatigue un peu. Je remercie aussi la municipalité qui, à l'époque, m'a beaucoup soutenue. D'ailleurs, c'est le maire qui m'a autorisé à m'installer dans cet espace et depuis lors, tous les gens de la cité vendent des objets d'art et c'est très bon pour l'économie. La Cidade Velha reste pour les Cap-Verdiens un site touristique à faire connaître davantage. Toutes les hôtes de marque ou touristes qui viennent à Praia y font un tour pour connaître ce pan de l'histoire riche du continent noir. À chaque arrivée de nouveaux visages, apparaissent les femmes créoles chantant la morna et dansant le batuca, en souvenir aux ancêtres qui ont vécu sous l'ère de l'esclavage. Et nous quittons le Cabo Verde pour aller à Lompoul village. Il est à la fois une zone touristique et agricole. Vieille de plus de 200 ans, Lompoul doit son nom au gouverneur colonial de l'époque, Louis Faidherbe. Aujourd'hui, la localité s'apprête à vivre de manière intense l'exploitation du tyran dans ses périmètres touristiques. Présentation de Lompoul village, c'est avec Lamine Touré. À moins de 30 minutes de Kébémer, région de Louga, Lompoul village est une localité touristique très prisée. Son charme, il le doit à cette petite étendue désertique de 18 km² qui accueille chaque année des dizaines de visiteurs. Lompoul est quadrillé sur son flanc ouest par ses eaux ondulées au gré du vent sur cette grande côte. Créé dans les années 1800, Lompoul village doit son nom à l'administrateur colonial, le gouverneur Louis Faidherbe. Lompoul ki ko sanc mooy Saa Doobal Hawa. Saa Doobal Hawa boobu. Le fondateur de Lompoul s'appelle Saa Doobal Hawa. C'est ici qu'il a rencontré Louis Faidherbe. Le gouverneur faisait escale par là avant de regagner Dakar. Les deux hommes échangeaient difficilement. Ainsi, pour désigner son interlocuteur, Faidherbe dira Lompoul en référence à ses appartenances ethniques. C'est donc Lompoul qui a donné Lompoul. Mooy Lompoul loolu moo indi turu Lompoul kooku Faidherbe gouverneur Faidherbe moo ko fi indi. Les fondateurs de Lompoul village viennent de Ranérou dans la région de Matam. 200 ans après sa création, Lompoul village est devenu un carrefour où plusieurs communautés ethniques vivent en parfaite harmonie. Am na ay Wolof. On trouve dans ce village des Wolof, des Diola et des Sérères. benn ñu fi dëkk waaye nag village bi moom pël yi ñoo nekk village. Connue pour ses activités agricoles et touristiques, la localité traverse aujourd'hui des difficultés économiques dues en partie à la faiblesse de ses productions agricoles. Les terres de Lompoul sont riches en ressources naturelles. Elles sont exploitées par les compagnies minières. Le chef de village, Serigne Sirasow, dit craindre pour l'avenir des jeunes de la localité. Foofi ñu jëm di fa bëgg liggéey. Le site qui doit faire aujourd'hui l'objet d'exploitation minière concentre beaucoup d'activités touristiques. Nos jeunes travaillent dans les campements. Ils ont décidé de rester chez eux et gagner leur vie. Que faire alors face à cette nouvelle donne? loolu rek lañu amoon loo xam ne amoon nañu yaakaar ne xëy na loolu bu fi nekkee ndaw ñi naroon dem ci géej gi yëpp yàlla def na ñu ngi ciy liggéey di ci daan seen doole ndaw ñu bëree bëree. Lompoul village n'est pas tout de même en marge de la modernité. L'électricité, l'eau sont disponibles. Les populations souhaitent dans cette dynamique bénéficier d'autres infrastructures
socio-économiques de base. Voilà, Lompoul qui s'apprête à vivre l'exploitation du titan dans ses périmètres touristiques. Lompoul village qui est situé dans la zone des Niayes, une localité où se développe le maraîchage, mais durant la saison des pluies, les activités sont menacées par l'herbe qui réduit la production, ce qui justifie en partie l'augmentation des prix des légumes durant cette période. Seydina Lunfal. Leur Eldorado, c'est ici et nulle part. Ils se battent au quotidien dans ces cuvettes très généreuses. Nous sommes précisément à Lompoul village, qui est dans la zone des Niayes et qui est marqué par la production maraîchère. Parce qu'ici, nous sommes dans des cuvettes où la nappe phréatique est peu profonde et que nous avons un microclimat qui est très favorable au maraîchage. Ce qui fait que, comme vous le voyez ici, nous sommes dans une exploitation maraîchère. Donc, les terres qu'on a ici sont très favorables pour le maraîchage. La terre ne ment pas, ils l'ont compris. Raison pour laquelle ils ont décidé de rester dans leur terroir, tenter leur chance dans le maraîchage. Ce sont ces herbes qui posent souvent problème. On a recours au désherbage manuel. Donc, on fait appel aux femmes et aux jeunes que l'on mobilise pour faire le désherbage manuel. Donc, vous voyez ici, nous sommes dans un champ d'aubergines amères. Certes, ça se développe, mais vous voyez, il y a beaucoup d'herbes. Et pourtant, on a fait beaucoup de désherbage. Donc, ce qui fait que les plantes ne se développent pas bien à cause de l'herbe. Durant la saison des pluies, le maraîchage subit des contraintes, ce qui se manifeste le plus souvent par la diminution de la production et l'augmentation des prix des légumes sur le marché. Ici, actuellement, c'est la saison des pluies qu'on appelle la période chaude, la saison chaude, parce qu'il y en a deux, la saison froide, où la production est beaucoup plus développée par rapport à la période chaude. Quand il fait chaud, avec l'hivernage, la production maraîchère, son développement pose un certain nombre de problèmes. Parce qu'il y a l'herbe qui pousse partout. Ça, c'est un problème qui reste un défi. Et également, il y a les bestioles, donc les ennemis des plantes qui se développent. Ce qui fait que durant l'hivernage, les maraîchers ont du mal à développer de manière optimale leur production. Effectivement, comme vous le constatez, au niveau du marché, c'est très cher. Maintenant, même les femmes, on le voit parfois à la télé, sont en train de dire que c'est très cher les légumes. C'est parce que on ne peut plus produire comme avant. Voyez. Donc, la production baisse. Du coup, il y a une diminution de l'offre. C'est pourquoi, actuellement, donc, durant l'hivernage, il y a une baisse de la production, ce qui fait augmenter les prix. La pompe vient d'être remise en marche. Le technicien a bien travaillé. Mais ici, le système d'irrigation reste obsolète. Maintenant, il y a des nouvelles techniques qui pourraient leur permettre de continuer à produire même en période d'hivernage. Et ça, ce sont des nouvelles techniques comme l'utilisation du goutte à goutte, les micro-asperceurs laser, mais aussi il y a des toiles que l'on met maintenant pour empêcher le développement des plantes. Mais ce matériel n'est pas accessible à nos producteurs. Du coup, c'est pourquoi nous avons mis en place une coopérative agricole pour fédérer nos forces, mais aussi avoir accès au financement que le gouvernement met en place. Mais c'est assez difficile de pouvoir accéder. C'est pourquoi, comme vous le voyez, nous ne pouvons pas produire beaucoup. Mais si on avait ce matériel avec ces nouvelles technologies, on pourrait vraiment cultiver. Parce que, comme vous le voyez ici, nous avons des surfaces inexploitées parce que c'est très difficile avec l'herbe qui pousse un peu partout. Mais si on avait ces moyens, maintenant, la production serait toujours disponible. Les petits producteurs de Lompoul dans la zone des Niayes espèrent qu'avec plus de moyens et de matériel, il sera facile d'augmenter les productions. Normalement, on devrait avoir accès aux matériels agricoles comme les tracteurs, les semoirs, etc. Mais
c'est une difficulté qu'on note ici présentement et que les agriculteurs remuent ciel et terre pour pouvoir labourer les champs ou bien pour pouvoir faire la jachère, etc. avant les périodes avant le début de la campagne. Il est bien loin ce temps où, durant les vacances, les enfants venaient participer aux travaux dans les périmètres agricoles. Ça, c'est une chose qui existait dans un passé récent. Parce que les jeunes, durant la fermeture des classes, ils venaient souvent pour labourer les champs, pour cultiver les champs, pour que durant l'ouverture des classes, ils puissent acheter leurs propres fournitures, leurs habits, leurs vêtements, etc. Mais vu les problèmes que nous rencontrons en période d'hivernage, comme la présence des herbes, comme certains virus ou bien éléments étrangers qui gaspillent nos champs, donc c'est une chose qui les décourage, raison pour laquelle les jeunes, au lieu de venir cultiver durant les vacances les champs, ils sont dans les villages et que c'est une chose que nous constatons anormale. Ces hommes et femmes, petits producteurs de Lompoul, veulent prendre leur destin en main, ne rien lâcher malgré les difficultés. Allons à présent à la rencontre de Mbaye Touré. Ce passionné de la terre a tout laissé pour s'adonner à l'agriculture et à l'élevage dans son village natal, à Mesere Narga, dans la commune de Mbar à Gossas. Son portrait est signé Claire Diop. Le parcours de l'homme est atypique. Né et grandi ici à Mesere Narga, la localité est située dans la région de Fatick, département de Gossas, commune de Mbar. C'est à ses 18 ans que Mbaye Touré quitta son village natal à la conquête du monde, avec comme bagage un sachet plastique contenant quelques affaires personnelles et la ferme volonté de réussir. L'aventure commence à Thiès pour apprendre un métier. Des années plus tard, cap sur Dakar, capitale sénégalaise, puis la Libye, l'Italie, entre autres pays du monde. Partout, l'homme a gagné en expérience. Quand j'ai fini d'apprendre mon métier, je suis allé travailler à Dakar. Ensuite, j'ai eu des opportunités pour aller en Libye. J'ai fait Oufra, Agua et Benghazi. Je suis revenu à Dakar en 1983 et 1985 m'a trouvé en Italie. J'ai travaillé là-bas pendant longtemps. Après, j'ai eu la nostalgie du pays. Je suis rentré et m'installé définitivement au Sénégal. Des années plus tard, retour au pays, Mbaye Touré devient opérateur économique. Il investit dans plusieurs secteurs d'activité, tels le transport ou le commerce. Je faisais du transport urbain à Dakar. Et à côté, j'ai ouvert un commerce au marché Tilène. Mais le transport a dominé. J'ai commencé avec les camions gros porteurs. Pour me faciliter le travail, avec l'aide de Dieu, j'ai eu de bons résultats. Pour ratisser large, j'ai fait voyager mes frères en Europe. Quand j'ai eu besoin d'aide en ressources humaines, j'ai fait appel à des membres de ma famille. À un moment donné, j'ai senti le besoin de revenir ici au village pour vivre ma passion. Après les aventures, retour au bercail pour retrouver son ancien amour, la terre. Aujourd'hui, il exploite plus de 500 hectares. Plusieurs spéculations y sont cultivées. J'ai commencé l'agriculture. Je pratique une agriculture moderne avec du matériel de dernière génération. Les tracteurs sont là. Et j'emploie beaucoup de personnes. Je rends grâce à Dieu. Autre amour retrouvé, l'élevage dans le village, des fermes avec diverses espèces. L'élevage, je l'ai toujours fait depuis mon enfance. Je dispose d'une 50aine de chevaux, des vaches, des moutons, chèvres, entre autres. Il y a beaucoup de jeunes qui travaillent ici. Voyez vous-même, nous voulons
étendre et développer davantage nos activités. L'extension de la culture hors saison est expérimentée par Mbaye Touré et les résultats enregistrés sont encourageants. L'homme, un passionné de la terre qui s'y donne corps et âme, il passe ses journées dans les champs. Dans ses hangars, suffisamment de matériel agricole lourd et léger pour mener à bien ses activités. Mbaye Touré prône une agriculture moderne. De la terre, il en demande encore pour emblaver plus de surface. Son objectif, mieux développer l'agriculture au Sénégal et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et justement, au démarrage de la campagne agricole dans le Djeri, à Matam et dans le Waalo, les agriculteurs ne sont pas logés dans la même enseigne. RTS 5 Matam a fait immersion dans les périmètres agricoles en question. Reportage Ibrahima Pabididou. Dans ce champ, il pousse déjà du mil. Et pour favoriser son développement, ce producteur et ses enfants sont en plein dans le désherbage. Non loin de là, d'autres paysans sont aussi à l'œuvre. Nous sommes bien dans le Djeri. Ici, la campagne agricole a démarré depuis les premières pluies. Nous avons cultivé ici du mil principalement, mais il y a d'autres variétés aussi, comme du haricot, des arachides. La campagne débute bien, mais on a noté une petite pause pluviométrie. En plus de cela, nous éprouvons un besoin en matériel. Dans cette partie du Fouta, où l'agriculture est très dépendante de la pluie, c'est la course contre la montre. Il faudra aller très vite, prier pour que le ciel ouvre davantage ses vannes afin d'espérer de bonnes récoltes. La saison a bien démarré ici. Nous avons reçu une bonne quantité de pluie. C'est pourquoi nous avons aussitôt démarré. Nous avons plusieurs hectares ici déjà cultivés. Si on avait un tracteur, ça allait nous permettre d'aller très vite. Mais avec le cheval, on fait avec. Si dans le Djeri, ce démarrage est effectif, dans certaines zones du Waalo, le constat est tout autre. C'est le cas au casier risicole de Kobilo. Ici, les producteurs sont désemparés. Aucune portion de terre labourée jusque-là. Nous avons eu un retard dû au remboursement de la dette qu'on avait prise pour la campagne, à hauteur de 100 millions qu'on avait pris. Donc il doit falloir rembourser intégralement, à 100%, pour pouvoir aller en campagne et bénéficier de notre crédit. Il y a eu des problèmes d'inondation, des problèmes d'oiseaux et des suceurs. Ça a impacté sur les rendements. Voilà les raisons, d'une part. Au casier risicole de Matam, le constat est le même. Mais comment expliquer une telle situation? Selon ces producteurs, il y a une incompréhension de leur part sur la subvention annoncée par l'État. Effectivement, si on a entendu que l'État a mis à la disposition des producteurs 100 milliards, nous pensons que, puisqu'ils ont senti qu'il y a des éléments qui lui font voir cette année, les producteurs ont des problèmes pour paiement de leurs dettes. On pensait qu'ils pourraient intégrer cette difficulté-là, parce que c'est une difficulté dans des difficultés. On pensait à ça. On n'a pas reçu des informations comme quoi épousement de dettes ne fait pas partie de 100 milliards. On nous a informés tout dernièrement. Face à une telle situation, tous les moyens sont bons pour aller en campagne. C'est à partir de ce moment-là, on a commencé à trouver des solutions. Celui qui a des chèvres, il va aller le vendre. Celui qui a des moutons, il va aller le vendre. Celui qui a quelque chose à vendre, il va aller le vendre pour pouvoir payer les dettes. On est en train de le faire. Il y a certains qui n'ont pas terminé, mais certains ont payé 100%. Actuellement, là, on avait pris l'engagement de crédit, ça tournait autour de 100 millions pour le casier de Kobilo. Actuellement, on est au niveau de 80%. Concernant cette dette collective, moi de mon côté, j'avais une part de 169 400 francs CFA à rembourser. Présentement,
j'ai pu la rembourser, mais certains de mes amis n'ont pas encore remboursé leur part. Pour autant, un accompagnement est capital pour sauver cette campagne. Manque cruellement de matériel agricole. Manque cruellement. Rendez-vous compte, un casier de 774 hectares. Chaque année, nous exploitons 740 hectares. Nous ne disposons pas d'un tracteur solide. Même si on démarrait aujourd'hui, avant de pouvoir objeter tout ça, ça va faire combien de mois? Donc c'est là, je dis, il faut que nous sollicitons l'aide, l'appui de l'État. Avec ce casier de Kobilo, beaucoup de familles arrivent à assurer leur propre consommation toute l'année. En plus, on arrive même à vendre notre récolte à certains citoyens qui viennent jusque-là pour en acheter. Donc, nous appuyer, c'est favoriser à l'atteinte de la souveraineté alimentaire. À Matam, la campagne agricole pluviale de cette année est à 2 vitesses. Pour arriver à de bons rendements, les conseils des techniciens ainsi que l'accélération de la mise en place du matériel agricole et de certains intrants sont nécessaires. L'Institut sénégalais de recherche agricole, l'ISRA, veut renforcer la fertilité des sols au Sénégal. Les acteurs se sont réunis pour voir comment améliorer la qualité des sols afin d'obtenir de meilleurs rendements agricoles. Tamsila. En Afrique subsaharienne, la consommation d'engrais reste toujours très faible. En moyenne, 10 kg d'éléments nutritifs sont utilisés par hectare et par an, insuffisant comparé à la moyenne mondiale qui est de 126 kg par hectare. Pour améliorer la situation, chercheurs de l'ISRA, membres du secteur privé, producteurs agricoles et représentants de l'État se sont réunis dans cet atelier d'évaluation de la formulation et la mise en œuvre des politiques sur les engrais et la fertilité des sols au Sénégal. Pour une productivité agricole acceptable qui devrait permettre de satisfaire nos besoins de sécurité alimentaire, nous avons besoin d'améliorer la fertilité de nos sols. Maintenant, la fertilité des sols peut s'améliorer de différentes manières. L'engrais y joue un rôle important, mais également d'autres apports. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui où la durabilité des écosystèmes se pose. Donc, les réflexions que nous menons sont à permettre de trouver les meilleures pistes pour avoir les leviers politiques, les bonnes pratiques agronomiques à mettre en avant pour que ces sols-là soient fertiles. L'agriculture est la principale activité économique des pays d'Afrique subsaharienne. Paradoxalement, cette agriculture se caractérise par sa faible productivité, d'où l'importance d'une concertation entre acteurs pour y apporter des solutions. Que du côté de l'État, il y a quand même des réflexions à mener sur l'organisation de la distribution, notamment revoir cette histoire de commission locale de distribution, comment l'améliorer pour que les distributeurs que nous sommes puissent amener en toute tranquillité nos produits, qu'ils puissent être distribués en toute tranquillité et que l'État essaie quand même de régler, de respecter ses engagements à temps. Notre principale difficulté, c'est l'accès aux intrants, notamment l'engrais organique, mais aussi l'engrais chimique. Le gouvernement a fait des efforts pour subventionner l'engrais organique, mais ça reste toujours très cher pour le petit producteur. Avec la découverte du gaz au Sénégal, les ingénieurs du Petrosen promettent de fournir de l'urée en quantité suffisante à l'horizon 2028, ce qui permettra d'augmenter considérablement la productivité agricole. Le groupe Petrosen a un projet important de fabrication d'urée, qui est un engrais azoté à partir du gaz naturel qui a été découvert au large de nos côtes. Le gaz pouvant servir à la génération d'électricité ou bien à la fabrication d'engrais ou de polymères plastiques. Et en particulier sur les engrais, nous allons produire de l'urée, qui est un engrais aujourd'hui entièrement importé au Sénégal, pour l'essentiel de Russie, et ça va nous permettre de valoriser localement ces ressources et de ne pas seulement les exporter. Les conclusions tirées de cet atelier seront soumises aux autorités étatiques. De réelles solutions sont attendues pour une agriculture sénégalaise émergente. Focus à présent sur le pont de Gouloumbou. L'infrastructure relie le Sénégal oriental à la Casamance. Chaque jour, des centaines de véhicules et des motos passent par ce pont.
pour allier la Casamance et la sous-région. Tidiane Cissé. Gouloumbou est un village situé à environ 30 km de Tambacounda, à proximité du fleuve Gambie. Très proche du Fouladou, ici, il suffit juste de traverser le pont pour être du côté de Kolda. Chaque jour, ils sont des dizaines et des dizaines de piétons à faire la navette entre les deux côtés, sans compter les véhicules et autres moyens de transport. Vous avez ici le fleuve Gambie. Quand vous prenez cette direction, vous allez en Gambie. Par là, vous allez à Kédougou jusqu'en Guinée. Quand on construisait ce pont, on n'avait pas prévu les camions gros porteurs. Avec le développement, il fallait donc trouver des solutions. Ce qu'explique le chef de village, c'est l'histoire du premier pont de Gouloumbou qui a été construit au début des années 1900, mais qui continue toujours aujourd'hui de jouer son rôle pour les populations. Pour des questions de sécurité, les piétons, les charrettes passent sur l'ancien pont. Le nouveau pont est réservé aux véhicules de transport et les motos. Cette règle est bien respectée. Le conseil que je donne souvent aux étrangers, c'est d'éviter de se baigner dans le fleuve, car ils n'aiment pas les étrangers. Jusqu'à présent, il y a des gens qui font des offrandes avant de traverser, surtout les nouvelles mariées. Jugé vétuste et trop petit par l'État du Sénégal, Gouloumbou va avoir son deuxième pont en 2006. L'infrastructure est aujourd'hui cruciale dans les échanges, la mobilité entre la Casamance naturelle et le Sénégal oriental. Le pont que vous voyez juste derrière moi, c'est le nouveau pont. Et je pense que ce pont a été construit entre 2006 et 2007. Donc, comme vous venez de le dire, ce pont joue un rôle très très important entre le Sénégal oriental et la Casamance. Et plus particulièrement les pays voisins aussi, c'est-à-dire les deux Guinées, la Gambie surtout. L'importance de ce pont n'est plus à démontrer. Vraiment, l'État du Sénégal a bien fait de le construire. Ce que je peux ajouter, c'est seulement appeler l'État à bien l'entretenir. Malgré son importance, les populations de Gouloumbou ont aujourd'hui quelques inquiétudes à son sujet, surtout en cette période d'hivernage. Le problème du nouveau pont, pour moi, c'est que ces fers ont commencé à vieillir. C'est pourquoi ça glisse. Voilà. Le nouveau pont là, on a des difficultés. Pendant l'hivernage, quand ça pleut aussi, le pont glisse. Ça glisse. Donc les véhicules n'osent pas freiner dedans puisque ça glisse, quoi. Quand ça pleut, même les motos n'osent pas freiner. Quand tu freines, tu tombes. Et c'est des choses qui ne sont pas sûres. Tu peux tomber dans le pont et tomber dans le fleuve aussi, tout ça. Donc c'est des choses qui nous inquiètent beaucoup aussi. Et je pense que l'État aussi doit prendre des mesures par rapport à cela aussi. Le pont ou les ponts de Gouloumbou jouent aujourd'hui un rôle très important dans la sous-région. Avant la construction de ces infrastructures, ici, les noyades et les accidents de véhicules étaient très récurrents et le commerce entre la région de Tambacounda et la Casamance naturelle presque inexistant. Et nous en venons au sport afro-basket. Les 10 Tigers du Nigeria, encore championnes d'Afrique. Le 6e titre du Nigeria, le 4e d'affilée. Les Nigérianes sont plus que jamais les reines du continent après leur victoire en finale devant le Sénégal. Score 84-74, soit 10 points d'écart. Suivons le résumé du match avec Ibrahim Mboupa. Une suprématie incontestable. 4e titre d'affilée du Nigeria à l'afro-basket féminin. Jusque-là, seul le Sénégal avait réussi un quadruplé entre 1974 et 1981. Autre fait majeur, Rena Wakama devient la première femme head coach à remporter l'afro-basket. Elle n'en croit pas ses yeux. Ces joueuses ont fait une bonne entame en finale avec Balogun, Ejiofor et Taïwo. Sierra Dillard et Oumou Haïrissar ont marqué les 10 points du Sénégal au premier quart-temps. Le Nigeria en a mis 19.
Ouais, dommage. Regardez toujours la prise à deux. Le deuxième quart-temps est un concours de 3 points. Les snipers opèrent à visage découvert. Fatou Pouy et Aram Niang, côté sénégalais. Taïwo, Sarah Ogoke et Okoro font la fête sur le parquet. 43-31 à la mi-temps. Faut qu'on évite ça. 12 points d'écart en faveur des D-Tigers. Les Lions font un bon troisième quart-temps avec Sierra Dillard, Yacine Diop, Aya Traoré et Oumou Harissar. Elles mettent un 26-19 au Nigeria qui est dans un temps faible. À la fin du troisième quart-temps, l'écart des D-Tigers n'est plus que de 5 points. Malheureusement, le Sénégal n'a pas gardé le bon tempo au quatrième quart-temps. Les Nigérianes en profitent pour mettre fin au suspense et remportent la finale 84-74. Les D-Tigers peuvent jubiler. Le Nigeria va être champion d'Afrique. Le Nigeria va être champion d'Afrique. Déception dans le camp sénégalais, c'est la 9e finale perdue par les Lions. Sierra Dillard est dans le 5 majeur de la compétition. La Nigériane Emi Okonko est la MVP de l'Afrobasket 2023. Mérité Noko, titre MVP donc. Et après leur défaite face au Nigeria, le staff du Sénégal était en conférence d'après-match. Voici les réactions de Moustapha Gueye et Aya Traoré. Ouais, ça fait mal de perdre une finale. Voilà, vu le parcours qu'on a eu à faire, ça fait très mal. Mais je pense que très tôt dans le match, on n'est pas entré. Les Nigériens étaient déjà psychologiquement plus dans le match, donc cela fait qu'on courait tout le temps derrière le score et malheureusement, jusqu'à la fin du temps, on était tout le temps derrière. Bon, moi, je suis fière de mes coéquipières, je suis fière des jeunes parce que dès le début, je pense que tout le monde, aujourd'hui, personne ne nous attendait à cette finale. On remercie le bon Dieu, voilà, qui nous a donné la victoire hier contre le Mali. Aujourd'hui, voilà, il en a décidé autrement. C'est la loi du sport, on va accepter. Et maintenant, je pense que les jeunes, elles sont là. Elles savent ce que c'est l'Afrobasket. Pour plusieurs d'entre elles, c'est la première fois qu'elles participent à l'Afrobasket. Aller jusqu'en finale, c'est pas facile. Et je pense qu'elles ont une expérience qui pourra les servir dans l'avenir. Je n'ai pas de fixation sur Nigeria ou notre équipe. Nous étions venus pour être dans le podium et avoir la possibilité de gagner le trophée continental. Malheureusement, on s'est arrêté en finale. Mais c'est vraiment une déception, un sentiment très amer parce qu'on avait les moyens de faire mieux que ce que nous avons fait. Mais je félicite l'équipe du Nigeria, mais je ne félicite pas parce que, encore une fois, ils ont montré qu'ils ont un réservoir de joueurs à travers le monde très difficile à jouer. Mais il faut que les pays africains comprennent que travailler toujours. Qu'est-ce qui a manqué au Je sais, en premier temps et même en fin de partie, on a concédé quelques tirs à 3 points qu'on pouvait éviter. Ensuite, on a beaucoup pêché au rebond défensif avec Moussa sous le panier. Moussa nigérian, je ne sais pas si c'est qui nous a beaucoup posé de problèmes. Bon, pour ça, et puis courir derrière le score tout le temps, c'est compliqué. Voilà les réactions de Moustapha Gueye et Aya Traoré. Après la finale, il faut le concéder, son coup d'essai a valu un coup de maître en sélection du Sénégal. La néo-sénégalaise Sierra Dillard est élue meilleure meneuse de l'Afrobasket 2023. Une consécration pour celle qui a mis d'accord l'Afrique du basket pour sa toute première participation à cette compétition. Et justement, pour faire connaissance en direct de Kigali, nous retrouvons El Hadji Thierno Dramé. Bonsoir Thierno. Bonsoir Aminata. Quelle est l'ambiance au niveau de la tanière après la défaite des Lions? Vous imaginez bien une ambiance morose après cette finale perdue face au Nigeria. Il faut dire que les Lions y croyaient. C'est vrai que le parcours était difficile, les débuts en tout cas étaient chaotiques,
mais elles ont su se retrouver, elles ont su se remobiliser pour arriver à ce stade de la compétition. Et perdre comme ça devant le Nigeria est très dur, même si évidemment on savait que cette équipe du Nigeria avait beaucoup de talent. Ce n'est pas pour rien qu'elle règne depuis quelques années, depuis quelques éditions sur le basket africain. Mais voilà, c'est difficile parce qu'à un moment donné, c'est vrai, l'entame de match n'était pas très bon, mais les Lions ont su revenir. Elles sont arrivées jusqu'à -3 avant que finalement une décision arbitrale ramène le sport, l'écart à 5 points, même si, bon, on ne va pas dire que c'est cette décision-là qui fait qui plie le match. Mais voilà, il y a de la déception, mais il faut continuer à travailler, il n'y a que ça. Les Lions n'ont pas démérité. C'était une belle finale face à une grande équipe du Nigeria qui a tenu son rang. Thierno, quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ce match? Alors, il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer. D'abord, la jeunesse de notre effectif. C'est vrai qu'il y a 3 joueuses qui sont des anciennes. Qui ont apporté leur expérience, Aya Traoré, Oumou Khairissar ou encore Fatou Dian. Mais c'est pas assez. Sinon, pour le reste de l'effectif, c'est des filles qui sont très jeunes. Prenez l'exemple d'Aïcha Ndour, elle n'a que 22 ans. C'est son premier Afro-Basket, tout comme Fatou Pouy également, qui est très jeune. Voilà, dans ce genre de match, il faut savoir, comment dire, avoir les nerfs solides, avoir les reins solides, être capable de gérer le momentum, parce que finalement, lorsque le momentum était du côté sénégalais, on n'a pas su en profiter. Et quand il a changé, quand les Nigériennes, elles, ont su profiter justement de leur momentum. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, un match de basket, ça se gagne sur 4 cartons. Il ne suffit pas d'en gagner un seul pour espérer aller décrocher le titre. C'est 4 cartons. Donc, il fallait être très bon sur les 4. Les filles ne l'ont pas été. Après, le reste maintenant, c'est se pencher sur l'avenir. Tafa Gueye a annoncé, il l'avait dit avant la compétition, qu'il quitterait le poste de sélectionneur. Maintenant, il va falloir très très vite se remobiliser, nommer un nouveau coach et travailler en vue des Jeux Olympiques qui doivent arriver très rapidement. Et je pense qu'il y a du potentiel dans cette équipe, mais il faut continuer à travailler. Il faut beaucoup travailler pour se mettre à niveau par rapport au reste du continent. Parce que derrière, tout le monde est en train de travailler aussi. On a vu l'Ouganda beaucoup progresser, le Mali toujours au top. Donc le Nigeria qui reste au sommet. Et voilà, le reste, c'est continuer à travailler. Et qu'est-ce qui n'a pas marché lors de cette finale? La gestion des temps forts, tout comme les temps faibles. Je te disais tout à l'heure, lorsque le momentum nous a été favorable, on a réduit l'écart, mais on n'a pas su passer au-delà. On n'a pas su égaliser. Et malheureusement, justement, quand le Nigeria a eu son momentum, là, elles ont su profiter. Tafa Gueye l'a dit, on a pris des tirs qu'il ne fallait pas prendre. Quand une joueuse prend le tir devant son adversaire, c'est une grosse prise de risque. C'est que parfois aussi, on a été passif en défense. Et je pense que c'est ça. Sur les secondes chances, les rebonds offensifs, on n'a pas été présent. Moussa, qui est entré, qui a fait son meilleur match de la compétition, elle a fait un double-double. 12 rebonds et 10 points. Et tout ça sous la raquette parce qu'il n'y avait pas de contestation. Elle allait au rebond, elle les prenait, elle mettait dedans. Et ça, c'est des choses qu'il faut corriger dans ce genre de compétition. Parce que comme je l'ai dit, ce sont 2 petits détails qui font la différence. Et ce sont ces détails-là. Parce que lorsque vous prenez plus de 40 points sous la raquette, ça veut dire que défensivement, ça n'a pas été bon. Et sur les réseaux sociaux, on évoque déjà la démission de Moustapha Gueye, le coach. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cela? Bon, c'est pas une démission parce qu'il avait annoncé effectivement qu'après l'Afro-Basket, il quitterait son poste de sélectionneur parce qu'il est aussi directeur technique national et qu'il allait se consacrer au développement du basket sénégalais. Donc en réalité, ce n'est pas vraiment une information, c'était attendu parce que cette double casquette avait fait beaucoup couler d'encre. A fait couler beaucoup d'encre et je pense que dès le départ il l'a annoncé, il l'a confirmé aujourd'hui et je pense que l'urgence, comme il l'a lui-même dit, va être de nommer un nouvel entraîneur pour cette équipe de basket féminin parce qu'il y a des échéances qui nous attendent et voilà, c'était quelque chose d'attendu, on le savait et il a juste confirmé. Quel est l'avenir de cette équipe selon vous, El Hachir, notre ami?
Alors, l'avenir déjà se pose la question se pose pour 3 joueuses. Oumou Khairissa, Aya Traoré et Fatou Dia. Aya, on lui a posé la question, mais elle n'a pas souhaité répondre. Pour elle, il faut déjà digérer cette défaite-là et voilà, passer à autre chose. Donc, on imagine que ces 3-là, certainement, vont quitter d'elles-mêmes l'équipe nationale, à moins peut-être d'aller se battre pour qualifier l'équipe aux Jeux Olympiques. Mais sinon, pour le reste de l'équipe, c'est des filles qui sont très jeunes. Il va falloir qu'elles travaillent beaucoup, aussi bien en club qu'en sélection. Il y en a qui sont en université, d'autres qui sont dans des championnats, peut-être pas forcément dont le niveau est très élevé, mais Tafala dit qu'il va falloir qu'elles travaillent beaucoup pour aller chercher des championnats de première division. Parce que si on veut gagner aussi au plan continental, il nous faut des joueuses qui évoluent dans les championnats de haut niveau. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il va falloir mettre le paquet. Essayer de placer le maximum de joueurs, de joueuses dans les meilleurs championnats en Europe ou ailleurs. Comme ça, elles vont effectivement élever leur niveau de jeu et permettre au Sénégal de revenir. Donc l'avenir pour moi c'est ça. Après maintenant, il y a les U25 qui ont remporté tout à l'heure les Jeux de la francophonie. Tout de suite, je pense, ils vont mettre en place une équipe qui va aller jouer les tournois de qualification aux Jeux Olympiques. Parce que c'est encore là, c'est encore une possibilité pour les Lions. Mais c'est d'abord en club, s'imposer en club, travailler et revenir. Parce qu'on l'a dit, en dehors des 3 anciennes, le reste de l'équipe est relativement jeune, donc elles ont beaucoup d'avenir. Merci beaucoup El Hadj Thierno Dramé pour toutes ces informations. Les Lions du Sénégal qui terminent donc 2e de la compétition derrière le Nigeria. Sur le plateau de Fatoumata Savané, les consultants ont décortiqué le jeu des 2 équipes. Suivons plutôt. Le basket, c'est un jeu de rounds. Donc, d'abord, il faut assurer à gagner les duels et on n'a pas pu faire ça aujourd'hui. Mais je tenais vraiment à féliciter la coach nigérienne, Arena Kamama, parce qu'elle vient de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Et j'appelle à toutes nos femmes qui sont dans notre écosystème de faire comme elle, parce qu'elles ont leur place dans notre écosystème. Et elle vient de montrer ça encore une fois. Donc félicitations à elle et félicitations à l'équipe nigérienne, mais aussi félicitations à l'équipe sénégalaise qui a commencé très mal même, mais qui a finalement été sur le podium en tant que 2e équipe. Donc, mais bon, comme coach Biro a dit, le Nigeria était meilleur que nous aujourd'hui, parce qu'elles ont gagné tous les duels. Et c'est très difficile de gagner une équipe quand tu ne peux pas gagner les duels personnels. Et elles étaient à la hauteur. Oui, elles ont fait un parcours sans faute parce que c'est une équipe qui joue bien au basket. À partir de la défense, elles font la contre-attaque, la transition. Si ce n'est pas bon, elles sont sereines, elles tournent, elles cherchent, elles travaillent, elles fatiguent beaucoup les équipes. Donc les craintes que j'avais aujourd'hui tout au début, les craintes sont avérées. Sur les tirs primés, on a vu que l'équipe Sénégal a bien joué. Vous avez vu jusqu'à la fin, lorsque on a vu un peu d'errement, on était à 3 points et Ogongo a mis un 3 points qui nous a vraiment poignardé sur le dos. C'était le tournoi du match. C'est ça. Sur les contre-attaques et les transitions, c'est vrai que le Sénégal a diminué l'équipe nigériane sur les contre-attaques et les transitions, mais elles ne les ont pas arrêtées. Donc on dira que la meilleure équipe sur le terrain aujourd'hui a gagné. Aujourd'hui, les Nigériennes l'ont beaucoup gêné. Elles ont déjoué et le Nigeria a contrôlé la partie. Vous avez vu qu'à un moment, pendant la 4e, l'équipe sénégalaise était revenue, et bien revenue même, mais le Nigeria a continué à... Moi, ce qui m'a impressionné chez les Nigériennes, c'est leur calme. Elles n'ont pas de pression. Donc, bon, il faut dire qu'aujourd'hui, par rapport à la performance de l'équipe sénégalaise et celle du Nigeria, la meilleure équipe a gagné. Il faut accepter ce qui s'est passé et reprendre le travail pour revenir à ce niveau. Maintenant, moi, je crois que les Nigériennes étaient meilleures que nous aujourd'hui. Mais vu les statistiques, le Sénégal n'a gagné qu'un seul carton, c'était le 3e carton. Mais les 3 autres cartons ont été dominés par le Nigeria. Elles étaient plus concentrées que nous, même lors du 3e carton où elles ont été bousculées. Mais elles sont restées dans leur match. Et bon, nous, on a perdu, je l'ai dit depuis la mi-temps, la bataille de la raquette. On a été dominés dans la raquette Savané. Les pertes de balles aussi.
C'est vrai, aujourd'hui, on a eu 16 pertes de balles. Pourtant, le Nigeria a fait 17 pertes de balles, mais on n'a pas pu profiter des pertes de balles du Nigeria. Dès le départ, ils nous ont privés de notre atout numéro 1, Sierra. C'est vrai qu'elle s'est réveillée un peu en deuxième mi-temps, mais le mal était déjà fait. Donc là, il faut féliciter les joueuses, le staff technique, mais chapeau à l'entraîneur du Nigeria. Elle vient de nous montrer que les femmes sont aussi capables que les hommes. À bon entendeur. Fortune diverse pour les Lions battus à l'Afro-Basket. Le Sénégal s'est imposé en finale dans la même discipline aux Jeux de la francophonie. Le Sénégal décroche donc la médaille d'or face au Cameroun sur le score de 78-54. À rappeler que le Sénégal n'a pas remporté ce trophée depuis 1997. Et voilà, c'était tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RT100. Au revoir.